Vous écoutez Radio Air Libre 87.7 sur la fréquence modulée dans la région de Bruxelles-Capitale. Vous pouvez également nous entendre en formant le www.radioairlibre.be, donc sur Internet. Alors, je m'excuse pour le retard de cette émission qui commence effectivement une demi-heure après l'heure prévue, donc il est 20h. En fait, c'est un problème technique qui explique la situation. Alors, j'ai le plaisir d'inviter ce soir Gilles Martin pour le 10e anniversaire des éditions Aden. En effet, celles-ci ont été fondées, créées en 2000, et toute l'émission sera donc consacrée à ces éditions. Alors, quelques mots pour présenter Gilles Martin. Il a publié un ouvrage il y a bien longtemps sur la grève aux forges de Clabecq. Il a également réalisé un entretien avec Roger Sommeville, le peintre, sur les gueules noires, sur les mineurs. Il a d'autre part publié également un entretien avec Henri Alex sur la question, c'est-à-dire la torture, et plus particulièrement la torture en Algérie. Mais l'essentiel de l'entretien de ce soir sera consacré à son boulot d'éditeur. Alors, je vais d'abord l'interroger sur l'origine de son projet et l'origine du nom Aden qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et ce que j'ai cru longtemps avant de voir la petite introduction qui en est faite au début du catalogue, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, le nom de l'édition n'est pas lié à Paul Nizan, mais bien à un autre auteur dont il va certainement nous parler maintenant. Bien, effectivement, beaucoup de gens associent Aden souvent à Paul Nizan. Moi, je n'ai rien contre Paul Nizan, bien au contraire, j'aime beaucoup Nizan, le journaliste, l'écrivain, etc., le militant. Mais Nizan, finalement, s'il a écrit son fameux Aden Arabi qui avait été préfacé par Jean-Paul Sartre, c'était d'abord pour rendre hommage au véritable auteur qui avait initié un petit peu Aden et le mot Aden dans les lettres françaises, c'est-à-dire Rimbaud. Et fonder une maison d'édition aujourd'hui, pour moi, relevé en tout cas, d'un acte un petit peu presque poétique et aussi politique. Et donc j'essayais de trouver un personnage qui pouvait évoquer en même temps cette fusion du politique et de la poésie. Et il n'y avait rien de tel que de se tourner vers Arthur Rimbaud. Alors j'avais lu une très belle biographie qui s'appelait... Enfin c'était plus qu'une biographie, c'était plutôt une analyse même du Rimbaud politique et du parcours et du parcours effectivement entre guillemets militant de Rimbaud. C'est un peu une redondance de dire ça. C'était un bouquin qui s'appelait Rimbaud et la Commune de Paris, qui essayait un petit peu de trancher l'affaire. Est-ce que Rimbaud a pu rejoindre la Commune de Paris en 1871? Et la question a été assez vite tranchée d'ailleurs par l'auteur, qui disait, Pierre Gascard en l'occurrence, qui disait peu importe que Rimbaud ait rejoint la Commune de Paris ou pas, il la porte en lui. Et lui, à travers ce prétexte finalement d'analyser Rimbaud et la Commune de Paris, il nous dévoilait un Rimbaud tout à fait politique. Et il montrait l'importance aussi de la rupture de Rimbaud, qui arrête d'écrire très jeune, comme on le sait, mais qui arrête aussi très jeune de faire de la politique, en tout cas en Occident. Et il décide de tout claquer, d'aller trafiquer dans l'inconnu, comme Rimbaud le dit lui-même, et de partir à Aden, le pire endroit du monde d'après lui. Et je trouvais que cette symbolique de rupture avec une espèce d'Occident, de défaite finalement du mouvement ouvrier, puisque la Commune c'est d'abord une formidable expérience, mais c'est surtout aussi une défaite, un écrasement. C'était aussi une très belle symbolique. Je trouvais, voilà, on a eu une défaite, on va rompre et on va essayer de commencer quelque chose de nouveau. C'était ce qui me plaisait un petit peu dans Rimbaud et dans le nom d'Aden que symbolisait cette rupture. Mais il devient à cette occasion-là un peu une racaille au fond. Oui, mais voilà, on devient... Parce que c'est pas là...
Ouais, l'image que l'on a du héros de la commune d'habitude, les images finales avec les Louise Michel ou les autres qui sont presque des saints ou des saintes de la commune. Oui. Lui, c'est plutôt. Mais c'est ce qui me plaisait aussi dans le personnage, c'est son côté ambivalent. C'est pas le héros pur, le Stakhanov ou d'autres. C'est un héros complexe et aussi avec ses ambivalences et aussi finalement avec ses zones d'ombre. Puisque à Aden, on ne connaît presque rien. Parce qu'il y en a qui fantasment en disant que c'est devenu une espèce de crapule qui vivait du trafic d'armes. D'autres disaient non, pas du tout. Il faisait du trafic d'armes, il finançait des mouvements rebelles dans la région. Et donc il y a eu tous les fantasmes, mais en fait on ne sait rien. On sait très peu de Rimbaud. Il y a peu de temps, on a trouvé une photo de Rimbaud soi-disant à Aden, une photo inédite où on le voit sur la terrasse d'un hôtel donc à Aden. Et moi, je suis même pas persuadé que ce soit lui. Je crois que c'est ça qui fascine aussi, c'est le champ du possible que la biographie de Rimbaud laisse à partir d'Aden. C'est ça. On le laisse partir comme ça. Et finalement, ce champ du possible, c'est un très beau, comment dire, symbole pour une maison d'édition aussi. On lance un catalogue et on n'a pas du tout envie d'être lié à une ligne politique, à un parti. On essaie d'ouvrir un champ. Mais c'est sans doute quand même pas par hasard que sur la page de couverture et à l'intérieur du catalogue qui vient de sortir, donc pour fêter les 10 ans des éditions Aden, c'est le rouge et le noir qui dominent. J'imagine que c'est pas le hasard, ça, non? Non, bien sûr, c'est pas le bleu ciel, ni le jaune et noir du lion flamand et du drapeau flamand, ou de n'importe quel nationalisme. Non, le rouge et le noir, c'est quelque chose évidemment qui n'est pas innocent. Je vous laisse. Oui, mais c'est ça, c'est pas seulement le rouge ou seulement le noir, parce que tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. De problèmes d'ambivalence de Rimbaud, mais c'est le rouge et le noir qui correspond dans l'esprit des gens quand même à un mouvement soit au marxisme libertaire, soit l'anarcho-syndicalisme. En gros, c'est ça le rouge et le noir. Hein. Oui, c'est ça, mais nous, on veut aller plus loin quand même. Oui, plus loin où on veut rester plus près de certaines choses. On veut quand même. Moi, je suis pas en rupture avec le marxisme. Je me considère pas en rupture avec les idées de l'anarchisme, etc. Oui. Moi, je suis plutôt avec mes livres, je veux lancer des pavés dans la mare des débats. C'est-à-dire, on veut secouer le marécage un petit peu de la pensée qui s'enlise et secouer, mélanger les genres, tout à fait. Choquer. On est je suis dans une politique éditoriale où je refuse toute étiquette, sauf celle d'être à la gauche de la gauche. Voilà, oui, mais on comprend bien en voyant la liste des titres du catalogue. Alors maintenant, arrivons au cœur du sujet, c'est-à-dire l'origine du projet. Ça vient d'où? Bon, parce que les livres commencent à être publiés à partir de 2000. Ça commence à germer à partir de quand? Dans quel contexte? À la suite de certains événements, ou bien c'est la suite d'un cheminement personnel ou avec quelques amis ou camarades, je ne sais pas. Non, c'est un cheminement. Comment on aboutit à 2000 à la création des éditions Aden? C'est un cheminement personnel. D'abord, j'ai été assez choqué. Il faut regarder en quelle année la maison d'édition est fondée, c'est en 2000. C'est une époque où finalement les idées critiques sont quand même en net repli. C'est-à-dire qu'il y a eu 1989. Et puis alors toute l'offensive néolibérale très puissante. En 2000, on n'en était pas où on en est aujourd'hui, où il y a quand même un semblant de reconquête. On voit dans l'édition, par exemple, qu'il y a plein de maisons d'édition de gauche qui se fondent, que la critique reprend quand même du poil de la bête tout doucement, quoi qu'on en dise, même si ça reste quand même avec des ressacs. Quand moi j'ai fondé la maison d'édition, on était quand même mal. Oui. Et en particulier, l'édition n'était pas en forme, et en particulier, les idées de gauche dans l'édition n'étaient pas très présentes. Avec la chute du mur de Berlin, on a acheté le bébé du marxisme avec tous les courants de la gauche. On a dit c'est fini, c'est la fin de l'histoire. Le libéralisme a gagné, le capitalisme a gagné. Il n'y a plus à critiquer ça, on continue. Et il y avait eu de véritables autodafés beaucoup plus vicieuses finalement que celles qu'on avait pu connaître par le passé, qui étaient une espèce d'autodafé du marché. C'est-à-dire que plein de livres, les bouquins de Marx, de Bakounine, etc., on les trouvait même plus en librairie. C'était même plus possible de les commander. C'est-à-dire que soit elles étaient dans des petites éditions confidentielles sans diffusion distribution, soit carrément même plus disponibles. Donc on assistait à une espèce d'autodafé du marché, très sournoise. Internet n'était pas encore aussi développé, c'est-à-dire que même des textes, des classiques, etc., se trouvaient pas facilement sur Internet.
Dans les bibliothèques, on mettait ça un petit peu dans les rebuts. Il y avait vraiment un espace à prendre pour un éditeur qui voulait se relancer dans ce genre d'édition. Et donc, moi, j'ai voulu prendre la niche parce que j'avais cette passion d'accumuler personnellement même des titres, de vouloir sauver un patrimoine, sauver une espèce de mémoire. Et finalement, c'était pas loin d'être lié, à mon travail que j'avais réalisé à Clabec. Quand j'avais été travailler avec les gars de Clabec, je me souviens que des syndicalistes, je pense par exemple à un gars comme Silvio Marin, m'avait dit quelque chose qui m'avait fort tilté, qui m'avait fort impressionné. Il m'avait dit, finalement, quand l'usine ferme, c'est pas tellement, c'est déjà terrible la perte de l'outil. La perte de pouvoir un jour engager des jeunes et donner du travail dans la région, de la faire vivre. C'est surtout la perte de la mémoire des combats qu'il y a eu dans cette usine. Dans cette usine, il y a eu des liens sociaux qui se sont tissés, des combats qui se sont menés, et la fermeture fait que tout ça va partir à la poubelle, que cette mémoire collective très précise allait disparaître. Et quoi de mieux finalement qu'un bouquin pour laisser une trace tangible. Et donc l'expérience des Forges de Clabec et la sortie de ce bouquin, ceux de Clabec, qui quelque part avait la vocation, même si c'est un peu prétentieux, de sauver ce patrimoine, cette mémoire ouvrière, eh bien je me suis dit, il faut donner ce pendant et l'élargir en faisant une maison d'édition. Parce que j'avais vu la force des bouquins aussi, la force du livre comme acteur aussi de lutte, de réflexion. Alors quand on crée une maison d'édition, il faut quand même, tu parlais d'outils de travail tout à l'heure, mais il faut sans doute des espèces sonnantes et trébuchantes. Comment ça se passe? Parce que bon, une chose est d'avoir les idées, d'avoir un beau projet, et puis à un moment donné, il faut essayer de concrétiser tout ça. Et comment ça se passe au fond? La clé au début, quand on n'est pas, quand on n'est rien, et qu'on n'est pas on n'est rien, on n'est rien. J'avais pas spécialement d'argent. C'est pas un secret. Je veux dire, les premiers bouquins, je les ai faits avec l'équivalent peut-être pour l'époque de 2000 euros. Donc moi, j'avais un petit compte épargne avec 2-3 000 euros et j'ai sorti le premier titre. Et ce fait que l'année 2000... C'était quoi le premier titre? C'était Un peintre parmi les gueules noires. Justement. Ah oui, c'était avec C'était un livre d'entretien avec Sommeville. Et quand on le voit aujourd'hui, c'est moins... C'est pas vraiment un livre, c'est presque une brochure. Je veux dire, j'apprenais le métier, quoi. J'étais encore un petit peu au début, au balbutiement de la maison d'édition. Ouais. Mais aussi, 2000, fonder une maison d'édition en 2000, ça permettait d'avoir accès à des moyens nouveaux. C'est-à-dire que... dans le domaine de l'édition, ouais, point de vue d'impression... Voilà, c'est ça. Fonder une maison d'édition en 1850, c'est pas la même chose que fonder une maison d'édition en 2000. Sûr. Parce qu'aujourd'hui, fonder une maison d'édition est déjà en 2000, avec un bon petit programme de mise en page, avec un programme pour... bon, je vais pas nommer les produits de Microsoft, mais voilà, un produit de mise en page, un traitement de texte, une imprimante pour travailler sur les brouillons. Moi, mon premier livre, c'était un livre d'entretien, donc avec un enregistreur. Oui. Et puis contacter par email des imprimeurs. Et crac, une fois qu'on avait un budget, on peut, avec un bon ordinateur et quelques bons petits programmes, on peut fabriquer un bouquin. Il suffit après de trouver un imprimeur et d'avoir un petit budget, dans ce cas-ci 2-3 000 euros. Et crac, le premier bouquin, il était fait. Le premier bouquin, il était fait. Mais rapidement, on se rend compte que c'est pas ça la clé pour fonder une maison d'édition. Parce que comme les moyens techniques pour faire un livre se sont hyper démocratisés, n'importe qui aujourd'hui peut faire un livre, la question clé, c'est comment faire arriver ce livre vers le lecteur. Oui, c'est ça, c'est la distribution. C'est ça la clé. Et surtout, comment le faire arriver dans le lieu principal de commercialisation des livres, que sont les librairies. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire un bouquin, mais il faut que ça ressemble à un bouquin. Il faut avoir un EAN, par exemple, un ISBN. C'est toute une logique technique qui fait qu'on devient éditeur. Et je pense que les moyens techniques se sont démocratisés, sauf, malheureusement, la diffusion-distribution. La diffusion-distribution est rentrer un bouquin dans le circuit commercial pour qu'il ait accès à ce formidable réseau que sont les réseaux de librairies. C'est ça qui est un vrai enjeu aujourd'hui. Parce que je crois qu'en Belgique, il y a seulement 2 grands distributeurs, sauf erreur de ma part. Enfin, ceux dont on parle toujours, enfin. La Belgique, ouais, c'est-à-dire la Belgique, hein. Ouais, bien sûr. La Belgique est assez particulière sur la diffusion-distribution à ce sujet. En grande partie, la Belgique est déjà, je ne sais pas si je peux dire déjà, rattachée à la France.
Il y a déjà, effectivement, la plupart des grands... Quand je dis la Belgique, c'est la Wallonie et Bruxelles. Quand je dis la Belgique, c'est Wallonie et Bruxelles. Voilà, donc tu anticipes déjà sur l'avenir, oui. C'est bien ce que je disais. La Flandre est déjà... Oui, voilà. Encore une fois, je dis déjà... C'est une autre planète. C'est une planète complètement anglo-saxonne. Même dans le mode de fonctionnement, des libraires, etc., c'est à l'américaine, quoi. C'est à l'américaine. Tandis que la Wallonie et Bruxelles a cette espèce d'identité culturelle très particulière qu'elle fonctionne comme la France en matière de bouquins. C'est ça. Et donc j'imagine que pour la distribution, telle que ça se pose maintenant, mais je ne sais pas si c'était le cas à l'origine, il fallait avoir des liens étroits avec Paris ou envoyer des métastases pour dans le mauvais sens. J'utilise volontairement ce terme-là puisque c'est quand même une maison d'édition rebelle. Voilà, c'est pour ça que je parle de métastases. Je dois dire clairement que trouver un distributeur, diffuseur sérieux avec un seul titre, c'est impossible. Donc moi, quand j'étais en librairie, je me suis rendu compte que... Il fallait que tu aies déjà un petit catalogue, c'est ça? C'est-à-dire que sauf si je m'appelle Bernard-Henri Lévy, que je décide de fonder une maison d'édition avec beaucoup de moyens, beaucoup de réseaux, etc. Oui, je peux fonder une maison d'édition comme ça, mais celui qui n'est rien, qui sort un petit livre, il va jamais trouver un diffuseur-distributeur. Donc il doit prendre son bâton de pèlerin et aller voir les libraires. Tu as été directement, voilà. Et donc on a créé... Tu as mis des livres en dépôt alors au début? Au début, oui, et parfois je facturais, ça dépendait un peu, mais on est assez mal reçu parce qu'on nous prend un petit peu pour le... je dois dire que ce soit les libraires ou les gens qui étaient dans le domaine du livre, par exemple à la promotion des lettres, etc., la plupart des gens au départ ont tendance un petit peu à dire, à décourager, en disant il y a une telle pléthore, il y a autant de gens. On est plutôt découragé globalement quand on se lance dans l'édition. Tout le monde te dit t'es dingue. C'est impossible, tu vas te péter la gueule. Et donc moi l'idée c'était d'aller voir quand même les libraires, mais je me suis dit il faut peser plus lourd chez les libraires. Il faut peser plus lourd. Et comment peser plus lourd? Soit je sors 20 titres par an mais j'ai pas les épaules. J'ai été voir d'autres éditeurs qui étaient dans la même situation que la mienne. Voilà. Ouais. Et j'ai créé à l'époque une société qui s'appelait Aden Diffusion et dont le but était de rassembler un petit peu toutes les énergies. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et Aden Diffusion a fonctionné pendant 4-5 ans. Malheureusement, la taille de la Belgique et disons mon catalogue qui était extrêmement pointu a fait qu'on n'a pas pu survivre dans cette structure de diffusion-distribution. Le marché belge était trop étroit, un manque de soutien aussi à la librairie, c'est-à-dire pas le prix unique du livre qui aide pas mal les libraires en France. Donc le prix unique du livre, en fait, pour en dire un mot très très bref, c'est une politique qui a été instaurée en France qui dit une Fnac peut pas faire un livre. Jack Lang, je crois. C'est Jack Lang, c'est 1981, je crois, ou 82. Ça a déjà 30 ans, donc. Ouais. Et c'est ça qui a sauvé les libraires en France. Les marchands de disques en France ont été rayés de la carte quasiment, parce qu'il n'y a pas de prix unique pour le disque. Ah oui, c'est ça. Mais pour le livre, ce qui fait qu'il y a encore un réseau très important de libraires indépendants en France, c'est le prix unique. C'est-à-dire qu'une Fnac ne peut pas vendre un livre à moins 20% du prix. Ce qui se passe ici en Belgique. Par exemple, ici, on peut avoir un libraire, un Cora, qui en juillet-août fait une promotion sur les livres de poche à moins 30% du prix. Moi, je les achète en tant que petit libraire, parce qu'il faut savoir aussi que j'ai une librairie. En tant que petit libraire, on en parlera tout à l'heure. Je les achète aussi, je les achète à 30% du prix. Donc, il y a une sorte de dumping qui est autorisé pour les grandes enseignes qui tuent le petit libraire. C'est ça. Parce que nous, on a des marges que les autres n'ont pas, etc. Tout le monde doit vendre le prix du livre de la même façon en France. Sauf qu'en Belgique, le prix unique, justement, est toujours majoré de 2 ou 3 euros, enfin un certain pourcentage. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est ce qu'on appelle la tabelle. C'est ce qu'on appelle la tabelle. C'est-à-dire, c'est aussi un peu agaçant. C'est complètement agaçant. On se dit qu'on a intérêt à aller à Paris si on prévoit d'acheter une dizaine de livres, on a son voyage remboursé. Ah oui, tout à fait. Heureusement, c'est ce que je fais d'ailleurs. Heureusement, certains groupes l'ont enlevé maintenant. Le groupe Gallimard, Sodis, le groupe Volumen, Seuil et le groupe que je ne dise pas de bêtises, Harmonia Mundi, qui fait Alia, etc. Mais d'autres groupes comme Dilibel et Interforum, Dilibel lié à Lagardère, Interforum ancien Vivendi, eux ont gardé pour la Belgique une espèce de droit de douane qui se justifiait par le passé. Parce qu'avant il y avait un droit de douane, un livre qui se vendait 100 francs français à Paris, se vendait, disons si le change était à 6, se vendait 600 francs belges, plus 80 francs belges, parce qu'il y avait du défraiement de douane. Mais quand l'euro est passé, ils ont gardé 2002, ça, alors qu'il n'y avait plus de droit de douane, parce que ça fait quand même une différence de plus de 10%. Sûr. Mais c'est les distributeurs qui gagnent cet argent. C'est pas le libraire. Non. Nous, quand on a 30% sur un livre, c'est 30% sur le prix belge.
Sur le prix belge, oui. C'est un prix qui nous est imposé par le distributeur. Alors moi, je peux le vendre effectivement à 600 francs belges, on va dire, pour parler, à 15 € comme à Paris, le bouquin. Oui, oui. Mais alors, j'ai plus que 15 ou 18%. J'ai plus mes 30%. C'est ça. Donc, je morfle. Et alors, ça accélère encore plus le problème, parce que des gros libraires ont les moyens d'aller chercher massivement des livres en France. Et donc, les amènent. Et alors, certains sont honnêtes et les vendent au prix français, mais d'autres sont même pas honnêtes. Ils les vendent au prix belge en disant, en expliquant la tabelle, et donc augmentent encore leur marge. Ça, c'est vrai. Une fraude financière et morale, donc elle est double cette fraude. Donc il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de libraires qui luttent contre la tabelle, et que d'ailleurs le cabinet de Fadil Al-Anan au ministère de la Culture est en train de préparer une proposition de loi pour interdire la tabelle, qui amputerait de 10% le chiffre d'affaires de gros groupes en Belgique comme Lagardère et anciennement Vivendi. C'est ça. C'est très compliqué. Tiens, tu parlais de diffusion il y a quelques instants, disant que tu avais créé tout au début un groupe qui s'appelait Aden Diffusion, c'est ça, voilà. Je remarque, sauf erreur de ma part, j'ai peut-être pas été informé, mais tu organisais avec d'autres le fameux Joli Mai à Wal de Schaerbeek, et sauf erreur de ma part, il n'a pas eu lieu ni l'année passée ni cette année-ci. Or, c'était justement des éditeurs un peu marginaux qu'on trouvait là, et c'est peut-être ceux avec lesquels tu travaillais. Tout à fait, sans doute. Et pourquoi il n'y a plus ce Joli Mai au Hall de Schaerbeek? Bon, pour eux, il y a beaucoup de raisons qui interviennent là-dedans. C'est d'abord, nous, on est une petite équipe. Parce que c'était une bonne promotion. Si j'adorais, c'était assez formidable. Autour d'éditeurs indépendants, alternatifs, tout ça. Voilà. Le gros problème qu'on a eu avec c'est que c'était Aden qui portait l'organisation de cette chose-là, et nous, on a pris l'option de devenir plus égoïste, c'est-à-dire de développer plus notre catalogue. On s'est dit, soit on développe notre catalogue et on continue cette affaire, et aussi on doit dire qu'on a été en partie subventionné pour réaliser ce Joli Mai, parce qu'on recevait les halles de Schaerbeek qui étaient magnifiques, une infrastructure très très belle, etc. Mais même avec cette subvention, on avait quand même du mal, c'est-à-dire qu'on travaillait comme des dingues, on rassemblait beaucoup d'énergie, on travaillait beaucoup sur 2 jours, etc. Mais on gagnait même pas un centime, on était tout juste. Et donc on s'est dit, on travaille comme des pétés, et en plus on trouvait que la fréquentation suivait pas. On avait un gros problème. On arrivait à faire venir 1000 personnes, ce qui était déjà pas mal en soi, mais le seuil critique pour vraiment rentabiliser était quand même nettement au-dessus. C'est-à-dire que et en 3 ans, on est resté à 1000 personnes, on n'a pas réussi à progresser malgré des moyens qu'on a augmentés dans la communication, etc. Donc on a eu du mal à ce niveau-là, et je dois dire qu'on était un peu découragés tout simplement. Ah oui, c'est ça. On va peut-être avancer un petit peu dans l'entretien. Et alors, je voudrais savoir comment, aux éditions Aden, vous fonctionnez. Et combien, je veux dire, vous êtes à combien pour travailler, et comment ça se répartit un peu le travail? Y a-t-il aussi, même éventuellement, sur le problème du point de vue financier, une petite subvention Bon, alors c'est simple. Pour être bref, je ne veux pas du tout rentrer dans les détails, mais c'est pour savoir, parce que c'est quand même un gros boulot, et finalement, je sais que vous êtes peu nombreux, d'autant plus que tu es encore éditeur-libraire, on en reparlera tout à l'heure, après avoir parlé des livres. Comment vous fonctionnez? Il faut savoir que chez Aden, on est d'abord des hommes orchestres, ou des femmes orchestres. Et donc on est 4. Depuis peu. On était 3, mais là maintenant on est 4. J'explique. Donc moi qui suis l'éditeur, c'est assez intéressant parce que l'anglais, par exemple, est assez clair pour ça. Moi je suis ce qu'on appelle en anglais l'éditor, c'est-à-dire la personne qui chapeaute tout le projet et qui a le contact extérieur, c'est-à-dire tout le relationnel avec les auteurs, le travail de mise en place des projets, les idées pour les projets, etc. Le travail relationnel globalement aussi pour les subventions, par exemple, qu'on reçoit, c'est moi les rendez-vous, etc. Et alors derrière, on a ce qu'on appelle en anglais les publishers, c'est-à-dire les préparateurs de copies. J'ai donc pour ça une personne qui s'appelle Julie, qui elle travaille le texte, c'est-à-dire on reçoit le texte de l'auteur. Alors évidemment, loin de croire qu'en général quand un auteur nous remet un texte qu'il est pur et parfait. Donc c'est tout le travail de correction orthographique, syntaxe, grammaire, mais aussi commissaire politique quelque part. C'est-à-dire on regarde si ça correspond et quand ça même j'y contribue à l'idée, donc pas à la ligne politique, mais au projet des éditions Aden, quoi. Ça colle, s'il n'y a pas de conneries. Et alors évidemment toute l'équipe lit les manuscrits.
Et vous dormez combien d'heures de temps? Je dis pas tout le monde parce que tout le monde ne s'investit pas peut-être de la même manière dans cette maison d'édition, mais si en même temps, enfin, vous devez vous occuper de tout l'aspect matériel, lire des manuscrits, surtout que vous ne retenez pas tous les manuscrits. Oui, mais comment ça se passe? On est très brutaux avec les manuscrits. Hein. C'est-à-dire que je dois dire qu'on les refuse quasiment tous. Donc c'est très rapide. Donc il y a quand même une lecture. Oui, mais c'est nous qui allons les chercher. C'est-à-dire que la plupart des bouquins qu'on fait, c'est nous qui allons chercher les bouquins. C'est très rare que ce soit un bouquin qu'on nous a proposé. Voilà, c'est ça. Parce que, franchement, si je dois lire tous les manuscrits que je reçois, je dois engager 2 salaires plein temps. 2 personnes plein temps. Et donc, les manuscrits, on en reçoit énormément par mail. Oui. Parce que le moyen du mail permet facilement d'envoyer. Et donc, c'est pas possible. Parfois, on sent quand même quelque chose. Et je prends un peu le temps de le lire. Mais franchement... Mais alors comment vous allez chercher? Parce que parfois... 95% des manuscrits, après 5 lignes, on a compris. Oui. Que soit ça colle mais pas... vous allez chercher les auteurs, mais on peut imaginer que parfois, certains auteurs en soient leur premier livre, parce que c'est peut-être le cas, ou bien c'est toujours des auteurs qui ont déjà publié. Parce ou bien que... c'est les relations... Non, parce qu'effectivement, on publie des auteurs pour la première fois, parce qu'on est dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas derrière un bureau, dans le sens où moi, quand je publie d'abord un auteur, c'est parce que je développe une relation avec cette personne sociale. Oui, c'est quelqu'un qui vient dans ma librairie et avec qui je commence à discuter et qui se présente et qui me dit voilà, je travaille là-dessus depuis des années et tiens, commande ce bouquin, c'est intéressant. Et moi, tout doucement, je dis rien, j'écoute. C'est ça. Et je développe. Et alors parfois, je dis bah non, finalement, je vais pas lui proposer. Non. bien je dis, j'ai des exemples très concrets où c'est moi qui dis, tiens, t'as pas envie un de ces jours d'écrire un bouquin là-dessus, ou t'as rien qui traîne. Voilà. Je dis, c'est vrai, j'y ai jamais pensé, on pourrait faire un petit truc. Donc c'est aussi direct que ça. Pas seulement, mais c'est aussi comme ça. Aussi comme ça. C'est aussi comme ça. Et donc, ça m'est arrivé, par exemple, à un gars qui vient souvent, je pense à Bernard Legros, qui vient souvent à la librairie, qui n'avait jamais écrit un bouquin, mais qui, lui, m'achète des tonnes de bouquins sur les problèmes d'écologie. Et on a des discussions à bâton rompu sur l'avenir de l'école. Et je dis, tiens, il faudrait un jour faire un bouquin sur les liens entre écologie, environnement et pédagogie. Et il me dit, mais j'ai déjà fait 2-3 articles là-dessus, je les lis. Je vais pas lui dire tout de suite, il fait un bouquin à Crac, on signe un contrat. Il me dit, tiens, j'ai fait 2-3 articles là-dessus, je lis, ça me plaît. Et Crac, c'est toute une dynamique qui s'installe. Et parfois, ça prend des années. Et parfois, ça ne mène à rien. J'ai des gens avec qui on a lancé, par exemple, moi j'avais un copain passionné et très brillant sur le muralisme mexicain. Oui. Les Siqueiros, les Rivera, etc. J'aimais bien, lui aussi, on en parlait comme des dingues, on va dire, on va faire un bouquin. Le bouquin ne se fera sans doute jamais, parce que le gars, il n'arrive pas à le faire, le bouquin. Soit c'est trop long, soit il n'y arrive pas, soit il n'a pas le temps. Et donc, j'ai comme ça, dans ma nébuleuse sociale, plein de livres virtuels qui volent et qui ne rentreront jamais dans le corps papier d'un livre. C'est ça. Et donc, c'est comme ça que ça se passe en partie. Il y a aussi des droits qu'on achète parce que il y a des sujets qui m'intéressent et je vois en tapant sur Google qu'il y a un livre qui est sorti sur tel sujet. Je donne un exemple concret. J'ai vu une émission l'autre jour sur la RTBF sur le lobby qui prétend qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, qui est arrosé par l'industrie du pétrole, etc. Oui. Et il se fait qu'il y a une chercheuse là qui parle, que je trouve intéressante. Et quand je tape sur Amazon ou Google pour voir un peu, je vois qu'elle a fait un bouquin où elle montre que les types qui prétendent ça sont les mêmes types qui prétendaient il y a 20 ans que le tabac n'était pas dangereux pour la santé. Donc on voit qu'il y a des professionnels comme ça du doute. Et qui distillent leur poison au service des grands lobbies industriels. Donc je me dis, je commande le bouquin chez l'éditeur et je vais le lire. Et peut-être que ça va déboucher sur quelque chose, peut-être pas. Donc tu rachètes des droits alors dans ce cas-là. Oui, je rachète des droits. Donc un auteur qui a déjà, le livre a déjà été publié. En anglais. Voilà. Ou en italien. Et alors la traduction, c'est vous qui l'avez fait? J'ai quelqu'un, justement, parce qu'on a arrêté l'équipe, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est aussi traductrice, je pense, c'est Hélène. Elle est traductrice de l'anglais, et pour le moment, elle bosse sur une grosse traduction d'un historien majeur qui s'appelle Hobsbawm, qui bosse sur... et donc elle bosse sur cette traduction. On prépare un gros bouquin. J'ai vu qu'il y a un livre qui va sortir dans ce moment. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'y pense, parce que c'est un enfer. On n'arrive pas à le terminer, celui-là. C'est ça, parce qu'il est prévu pour le mois d'octobre. Il devrait partir chez l'imprimeur hier. Et donc on est encore en train de souffrir terriblement sur ce bouquin. Au fond, entre le moment où le manuscrit ou le tapisserie, je sais pas comment on dit, a été nettoyé et tout, et le moment où donc on décide
de l'imprimer et d'autre part le moment où il sort après avoir été broché, enfin je ne sais pas quel est le système qu'on utilise maintenant, en général il y a un délai de combien de temps? Pour avoir une petite idée, un ordre de grandeur, hein, je dis bien. Oui, il y a un timing incompressible. Oui. C'est-à-dire que si maintenant, je sais pas, il y a une attaque nucléaire sur Cuba, et que j'ai un auteur génial et qu'on me dit voilà, il faut que tu sortes ce bouquin-là parce que ça démontre que, et il faut qu'il soit en librairie, il y a un délai qu'on peut pas physiquement dépasser. Et ce délai, il faut compter en général 2-3 jours ouvrables pour relire le manuscrit, 5-6 jours pour faire la maquette, relire la maquette, la mise en page, et alors quand même 8 à 10 jours pour l'imprimer. Donc je dirais entre 2 et 3 semaines pour réaliser un livre. Mais ça, et à partir de ce moment-là, la distribution va se faire comment alors? Mais ça c'est compliqué aussi. On en parlera après. Alors on en parlera après. Ça, 2-3 semaines, c'est vraiment, mais c'est jamais comme ça. Non, c'est jamais comme ça. On n'a jamais un seul livre sur le feu. Non, on n'est pas au pays des Schtroumpfs. Oui. Il y a plein d'autres bouquins. Il y a des pépins. Quand moi j'ai une question que j'envoie à l'auteur, il me répond pas parce qu'il n'est pas là pendant une semaine. Voilà. Ça, c'est s'il y a une urgence et qu'on doit faire un bouquin dans les 3 semaines, tac, c'est comme ça. Et les tirages, en général, ils varient de combien à combien? Pour avoir un ordre de grandeur. C'est très variable. Oui, j'imagine. Parce que ça va de 500 exemplaires à 3000 chez nous, globalement. Oui, donc par exemple, Chomsky, c'est peut-être 3000. Ouais, et d'ailleurs, on a dû retirer, on en a vendu plus. Ah oui, c'est ça. Donc on a dû réimprimer. Et il y a 500, c'est pour un premier auteur ou non? Ça dépend du sujet. Ça dépend. Non, parce que les premiers auteurs, parfois, ça dépend si c'est sciences humaines ou littérature, parce qu'on fait un peu de littérature. Oui. Et la littérature, c'est plus casse-gueule, parce que la concurrence est encore plus... On est moins dans notre niche. Oui. Et donc, la littérature, on commence à 500 prudemment. C'est ça. Et on attend, et puis on voit à quel rythme ça s'écoule. Voilà. Quitte à ressortir un an plus tard. Quoi. Oui, ou bien alors de faire une version poche, après. Une version poche. Plus cheap, plus accessible par le prix. Alors maintenant, je propose peut-être d'aborder le fond du sujet et de parler des différentes collections. En regardant le catalogue, il m'a semblé qu'il y avait plus ou moins 140 titres avec les annonces pour les prochains mois. Mais peut-être C'est ça, on tourne autour... C'est ce que j'ai vu en prenant, j'ai vu qu'il y avait 3 pages avec 45 titres et je me suis dit c'est aux On est aux alentours de 150 titres au catalogue avec ce qui doit sortir d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est ça. Et alors, tu m'avais expliqué quand on s'était vu en mai ou en juin que tu avais un rythme de parution assez effréné puisqu'il allait jusque pratiquement 1 par semaine dans les prochains mois. C'est ce que tu m'avais dit à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, c'était le projet. C'est-à-dire que si on fait une moyenne un petit peu... Oui, une moyenne, on parle de moyenne. Hein, mathématique, si on enlève juillet, août, ça fait 10 mois où on bosse. Comme on sortait effectivement... 1 par semaine, c'est un peu exagéré. Il y en a une trentaine qui sont prévus pour l'année qui vient. Ouais, c'est ça. Donc, on était à 3 par mois. Donc, c'est pas tout à fait 1 par semaine. Oui, pour un petit éditeur, ça c'est trop. Oui, c'est trop. On doit lever le pied. On doit devenir décroissant. D'accord. Alors, les différentes collections qui existent, donc il y a Petite Bibliothèque, Grande Bibliothèque, Fil Rouge, la collection EPO, Opium du Peuple, Passe-Mémoire, Rivière de Cassis, La Belle Littérature, Fond Rouge. On a trop de collections aussi. Alors moi, c'est un peu la question que je me suis posée aussi à un moment donné. Je me suis dit, pourquoi multiplier à l'infini? Parce que ça se justifie peut-être, moi je ne connais pas évidemment l'économie du projet dans le détail. Hein. Il y a certaines collections où manifestement c'est lié, je dirais, à des raisons historiques, hein. Par exemple la collection EPO qui est liée au rachat en 2009 du fonds francophone de ces éditions-là. Alors bon, c'est pour une question d'honnêteté intellectuelle qu'on parle de la collection EPO. La collection Fil Rouge, là c'est en collaboration avec l'Institut Marcel Liebman, alors c'est pour des raisons historiques au fond tout cela. C'est surtout aussi parce que... on veut vraiment que ce soit identifiable facilement. Je vais être très prosaïque, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que... encore une fois, on a des rencontres avec des gens qui viennent aussi avec du réseau, et qui viennent avec des offres intéressantes. Par exemple, quand l'Institut Liebman vient me voir, ça apporte une légitimité universitaire à notre catalogue. Oui. Donc on a donc ça vaut la peine d'avoir une collection. Donc on se dit, on va donner une collection à des profs du NIF, de l'ULB,
Matteo Alalouve, Jean Vogel, José Gotovitch, et ça nous ouvre, évidemment, ça nous ouvre des portes, ça donne une légitimité. Bien sûr. C'est pas forcément ça qui me rapporte de l'argent, mais non. Ça pose et ça nous permet de rencontrer des gens, ça nous permet d'avoir accès aux bibliothèques universitaires pour certains achats, etc., etc. Et alors, il y a certaines collections qui ont un projet lié vraiment à une thématique bien précise. Par exemple, Opium du peuple qui promeut l'athéisme, si je puis dire, enfin en bref, non, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, la notion d'opium du peuple, on sait qu'elle vient de Marx, bien entendu, et donc ce sont dans cette collection-là, ce sont des ouvrages qui effectivement sont en liaison avec. Oui, mais ça c'était bon. Soit c'est Blanqui, Ni Dieu ni Maître, soit c'est ou d'autres. Le curé Meillet, voilà. Bouquin de Serge Deruet, des choses comme ça. Donc là, il y a quand même un lien immédiat, je dirais. Et ça permettra peut-être de surfer un peu sur cette vague, vu ce qui se passe dans l'actualité pour l'instant. Ben oui, parce que j'ai entendu que certains étaient en train de, pas déchirer leur carte du parti, mais à peu près. Ah bon, à propos de quoi, de la... Ce qui c'est la publication samedi du livre noir sur la pédophilie. Oui, enfin, bon, le rapport oui. Adrian Sens, donc j'en ai entendu toutes les séries qui ont dit maintenant l'évangile c'est fini. Donc j'y passe, vous allez surfer là-dessus, mais peut-être. Non, nous on va pas. Non, vous n'avez pas un objectif malsain, j'ai bien compris. Non, on n'a pas du tout un objectif malsain. Et moi, je veux dire que quand c'était de notoriété publique, il y avait ce genre de pratique dans l'Église depuis longtemps. Donc, je vois, on en apprend l'ampleur, on en apprend ça devient très. Un petit projecteur. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit surtout la dimension du problème. La dimension, et puis comment finalement l'État belge, à travers l'Église, puisque quand même il y a des liens historiques entre l'Église et l'État belge. Depuis historique, comment ils ont eu des facilités dans la justice pour se planquer, etc. Je veux dire, n'importe quel petit con qui fait un acte qui arrive au quart du tiers chez les gens en tôle. Donc il y a eu de la complaisance, qui est une complaisance liée à l'État. Hein. Il faut appeler un chat un chat. Mais nous, on arrive quand même dans une critique de la religion qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, dépassionnée, plus historique. Moi, j'ai pas envie, par exemple, de rentrer dans la polémique autour de la pédophilie dans l'Église catholique. Non, pas de la pédophilie, dans la question mais quand du même voile, de l'islam, toutes ces choses-là. Non, ça je comprends bien. Mais quand même, dans l'esprit des éditions Aden, il y a quand même des ouvrages concernant les banquiers, enfin bon, toute une série pour essayer de démonter le système. Or, ce dont tu viens de parler, ça fait partie quand même d'un système. Je ne parle pas de la pédophilie en tant que telle, mais des rapports entre les pouvoirs, constitués. Et ça, en tant que tel, c'est pas sans intérêt, et ça pourrait rentrer. La pédophilie étant, entre guillemets, qu'un prétexte ici, un horrible prétexte, un malheureux prétexte, mais quelque part, étudier les liens entre l'Église et le pouvoir, la justice, ça, je crois que ça pourrait rentrer. Si un auteur vient me voir et qu'il a un super bouquin qui est dépassionné, parce que quand je dis dépassionné, je veux plus faire du livre d'actualité. J'en ai fait. Non. Et le livre d'actualité, après 6 mois, il est mort. Les rapports entre l'Église et le pouvoir, c'est un problème historique. On est d'accord. Qui a plusieurs centaines d'années. Donc cette problématique-là, c'est ça que je veux dire. Je serais assez preneur. On veut plus faire des livres d'actualité parce que c'est des livres qui vieillissent vite et qui passent au pilon. Donc nous, on veut faire des livres de fond. Mais ceci dit, si quelqu'un vient avec ce sujet-là, je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, voilà, j'ai un super bouquin sur l'amnistie. Donc l'amnistie des collabos flamands. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bart de Wever va venir avec ça sur la table. Il va demander l'amnistie. Et Elio Di Rupo va sans doute céder. Et donc c'est un type qui est très très bien informé, qui est fort lié à ces cénacles, au cénacle de l'antifascisme et tout ça, qui a pas mal de contacts avec les journalistes. Il m'a dit, la question de l'amnistie va venir. Et donc il m'a dit, en juin, il faut absolument qu'on fasse un bouquin. Mon bouquin, il est quasiment prêt. On va faire un bouquin sur l'amnistie. Et en septembre, tu vas faire un carton parce que ça va sortir. C'est pas sorti. Bart de Wever n'a pas amené ça sur la table. Et il s'est passé d'autres événements, l'échec des négociations. Et donc, parfois, on doit faire gaffe aussi. Hein. Parfois, on a tendance à s'emballer et on se retrouve avec un bide. Et un bide, ça veut dire du pognon mis à la poubelle. Et on ne peut pas trop se permettre. On n'a pas les épaules assez larges pour ce genre de... Mais ceci dit, il y a des sujets que vous avez abordés aux éditions Aden et qui sont en fait
des problèmes d'actualité presque constants sur plusieurs années. Donc là c'est quand même de l'actualité, même si ça est un problème structurel. Mais les banques, par exemple, l'histoire des banques, c'est clair que voilà. Il n'y a pas que 2008, quoi. C'est un problème plus général. Bon. Alors, je n'ai pas parlé de la collection qui s'appelle Passe-Mémoire, sauf erreur de ma part, qui consacrait essentiellement aux républicains qui ont combattu pendant la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne. Hein. Moi, je pense que la guerre d'Espagne, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et j'ai rencontré une personne, Ángeles Muñoz, qui, elle, m'avait proposé, parce qu'il n'y a pas que des auteurs qui me proposent des manuscrits, il y a aussi des gens qui me proposent carrément des collections. Hein, il y a des gens qui me disent, voilà, je voudrais diriger une collection, j'ai des contacts autour de moi, j'ai pas mal d'auteurs, je trouve qu'il faudrait rééditer ci et ça, et voilà. Bon, j'ai beaucoup cédé aux pressions de ces gens, puisque j'ai créé un peu trop de collections, je trouve, donc je vais freiner maintenant. Mais il se fait qu'Ángeles avait un très très beau programme éditorial, et qu'elle dirige de façon admirable cette collection. On n'a sorti qu'un bouquin pour le moment, c'est La répression des femmes sous Franco. C'est les femmes, c'est un livre de Juana Donna, et c'est assez admirable. Et on a de très beaux projets, on va rédiger de très beaux livres dans cette collection. Entre autres d'un grand poète, là, attends, je ne sais plus comment. Ouais, de Miguel Hernández, un des plus grands poètes de la guerre d'Espagne, mais aussi, surtout, et là on a fait un sacré coup éditorial, les mémoires de Marcos Ana, qui était un prisonnier, des prisonniers les plus longs, qui est resté le plus longtemps en prison sous Franco, une sorte de Mandela local, si j'ose dire. C'est un type qui est arrivé très très jeune en prison, et qui est resté 35 ans, et quand il est sorti, il est devenu une espèce de personnage emblématique dans les années 60. Et donc on l'a baladé, il s'est baladé un peu partout dans le monde, et il est devenu une espèce de symbole de la République. Et il se fait que ses mémoires sont formidables. C'est non seulement un texte politique très fort, mais très poétique, très littéraire. Et il a été au carrefour de toute la vie culturelle aussi de la gauche dans ces années-là, après sa libération. Et il se fait qu'il y a Almodovar, le cinéaste, qui a flashé sur ses mémoires. J'ai vu que le film va sortir vers 2013. Ouais, voilà. Et donc, en 2013, il y aura un bouquin, il y aura un film d'Almodovar basé sur le livre. Donc, pour nous, c'est assez formidable d'avoir pu le faire en français. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il va sortir, lui, hein? Le bouquin, c'est encore un des bouquins sur lequel on souffre, pour le moment. Qui doit arriver d'un moment à l'autre. Parce qu'il était prévu pour octobre-novembre, hein, il me semble, ou novembre, je ne sais plus. Il est prêt, mais on a encore Il est prêt. On a des petites choses pour peaufiner, on ne veut pas non plus bâcler. Le petit bouquin là qui est sorti d'Elsa Triolet sur 10 jours en Espagne. 10 jours en Espagne aussi. Ouais, c'est Elsa Triolet qui raconte que voilà, ils ont. Qui marche très bien d'ailleurs. Oui. Qui marche très bien. Que j'ai lu d'ailleurs. Qui est assez sympa, et qui raconte leur périple. 10 jours, ils doivent aller apporter du matériel en Espagne. Alors, moi je vais surtout ici maintenant me pencher sur la petite et la grande bibliothèque. Il y a d'autres, collections que je ne ferai que citer parce qu'elles s'intègrent peut-être moins dans le cadre de l'émission Les Maudits. Hein. Il y a des collections purement littéraires comme Rivière de Cassis qui s'intéresse à la littérature belge de langue française. Il y a aussi La Belle Littérature qui est un peu, pas la collection fourre-tout, mais d'après ce que j'ai pu lire. Comment ? C'est le Poche. C'est le Poche, c'est ça. Voilà, le folio, c'est la collection Poche. Voilà, c'est ça. Une collection Poche, c'est toujours un peu fourre-tout. Et alors, il y a aussi la collection Fond Rouge qui, elle, voudrait faire reconnaître, entendons-nous bien, connaître des œuvres que l'on ne trouve plus facilement sur les rayons des libraires. Et qui sont surtout des fonds assez subversifs ou de la critique sociale, quoi. Je pense à Anna Segers, par exemple, qui est... une grande femme de lettres allemandes qui est un peu oubliée, qui est un auteur extraordinaire. Voilà. Alors maintenant, passons à l'essentiel du fond, je dirais, c'est-à-dire la petite et la grande bibliothèque, hein, parce que c'est quand même la base, me semble-t-il. Hein. Il est difficile de parler de la petite bibliothèque, en particulier, sans parler de Chomsky. Donc ça semble avoir été, en tout cas à un moment donné, un auteur un peu fétiche, quand même, des éditions. Chomsky, bien sûr, c'était quelqu'un qui était important dans notre cursus, parce que d'abord, dans la maison d'édition, j'ai travaillé, quand je suis sorti, j'ai fondé ma maison d'édition quand j'avais 30 ans. Donc comme ça, vous savez que j'en ai 40 maintenant. Ou pas encore tout à fait. Et avant, j'ai quitté l'UNIF à 25 ans, donc de mes 25 à 30 ans, j'ai quand même été un peu formé au métier du livre. J'ai travaillé dans une maison d'édition à Anvers, qui s'appelait Epo, de Meurant, et qui avait édité Chomsky à l'époque. Et c'est là que je me suis frotté un petit peu à Chomsky. D'ailleurs, à l'époque, il était venu à Bruxelles. Et je l'avais
en toute modestie, rencontré. Bon, je lui ai à peine adressé la parole, mais il était venu dans la maison d'édition où j'étais pas l'éditeur, donc, et il m'avait quand même très impressionné par sa rhétorique, sa puissance intellectuelle. Donc tu as rencontré Chomsky, c'est ça que tu dis? Rencontré, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, croisé. Je l'ai croisé. Voilà. Il y a eu à l'époque pour qu'il y était un débat en anglais à la VUB. C'était assez extraordinaire et c'était full de chez full. Et donc moi, à l'époque, c'était assez marrant. Je me rendais pas compte que que Chomsky était ce penseur aussi important et aussi populaire, parce que je m'étais dit, je me rappelle, il y avait l'éditrice de Epo à l'époque qui m'avait dit, ouais, il y a Noam Chomsky qui vient, faut organiser, c'est tout un bazar. Et j'avais vu ce type-là, bon, j'ai dit, ok, un auteur comme un autre de chez. Et puis quand j'avais vu l'engouement, je m'étais dit, oula, je suis passé à côté de quelque chose. C'est quand même pas n'importe qui. Au point qu'à l'heure actuelle, je crois que pour beaucoup de monde, il est plus lu comme, comment dirais-je, comme militant contre le système capitaliste en tant qu'anarchiste que comme linguiste. Tout à fait. Hein. Pourtant, moi je pense qu'il y a un lien, même si la tendance, il y a un très bon bouquin qui est sorti chez un confrère qui s'appelle Raison et Liberté chez Agone, et là on voit clairement que sa conception qui se fait du langage est quand même assez liée aussi à non seulement à sa question de la nature humaine, mais aussi donc à l'idée qui se fait des sociétés humaines et des utopies humaines, du coup. Donc Chomsky, moi je l'ai surtout découvert à travers aussi un de ses plus grands, je vais dire disciples, c'est un mot qui choque. Oui, Jean Bricmont. Jean Bricmont, voilà. Oui, qui est presque son antenne en Belgique. Voilà. Enfin, Jean Bricmont qui est beaucoup plus qu'une antenne, hein, parce que bien sûr, c'est un grand physicien, et puis bon, il a publié des choses entre autres chez nous. Voilà. Et c'est un des rares grands intellectuels belges. Je ne veux pas être méchant pour les autres, mais c'est vraiment un intellectuel dans le sens où au sens même où le terme a pris, comment dirais-je, son essor au moment de l'affaire Dreyfus, quoi, à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un métier, c'est un homme de science, et puis qui s'est intéressé à la chose publique et qui va, comme Chomsky lui-même d'ailleurs, hein, c'est vraiment l'intellectuel, parce qu'à l'heure actuelle, pour beaucoup de gens, un intellectuel, c'est quelqu'un qui pratique une fonction intellectuelle. Enfin, non, c'est vraiment... Non, c'est vraiment quelqu'un qui s'implique dans le combat de la cité, au sens noble du terme, alors qu'il peut avoir une toute autre fonction sur le plan professionnel. Quoi, tout à fait. Oui, donc il peut avoir très bien des ouvriers intellectuels. Tout à fait. Comme des profs d'UNIF qui ne le sont pas. Tout à fait. Mais c'est ce que je défends devant mes étudiants aussi, d'ailleurs. Donc voilà. Non, mais tout à fait. Et alors, pour parler de Jean Bricmont, il a publié justement... Impérialisme humanitaire chez moi. Voilà, c'est ça. Jean Bricmont, voilà, c'est quelqu'un qui a été tout de suite très proche de moi dans la création de la maison d'édition, qui m'a fait pas mal de lobby pour sortir des bouquins que lui avait repérés en anglais. C'était une espèce d'agent ou d'espion de l'édition critique aux États-Unis et ailleurs. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a dit, écoute, il y a un très très bon, parce que bon, Chomsky publie des tonnes de bouquins, hein, parce qu'il y a beaucoup de conférences de Chomsky qu'on publie, etc., des écrits, enfin bon. Et lui m'avait repéré Comprendre le pouvoir. Il m'a dit, Comprendre le pouvoir, c'est un des meilleurs. Chomsky, tu dois sauter dessus, dépêche-toi. Et donc, grâce à ça, j'ai tout de suite, et effectivement, je pense que c'est vraiment un des meilleurs Chomsky comment dire, c'est vraiment une espèce de concentré de Chomsky. C'est pas un texte où il s'attarde sur un point précis. Il aborde les questions de nature humaine. C'est pas seulement la critique de la politique étrangère des États-Unis. Il parle de ses utopies. Il parle du bilan du mouvement ouvrier. Il aborde des tas de sujets différents. C'est passionnant. Et donc j'étais assez content de publier cette espèce de reader, quoi, de Chomsky. Oui. Et puis alors vous avez publié aussi un ouvrage rassemblant des textes de Chomsky et de Foucault. Ouais. Justement parce que c'est posé la question finalement que Chomsky soulève à travers sa grammaire générative, c'est finalement c'est quoi la nature humaine? Et donc Chomsky, j'ai découvert qu'il avait fait un petit débat avec Michel Foucault et sur ces questions, et que ce débat n'était jamais sorti sous forme de livre à l'époque. Donc je me suis rué dessus pour l'éditer et ça a eu son petit succès, quoi. Alors, il y a une série de livres aussi qui portent sur la Palestine. Oui, tout à fait. Et aussi sur les révolutions en Amérique latine, hein, sur le Tché. Tout à fait. Donc, on s'est intéressé aussi, on a voulu sortir aussi de la sphère occidentale et s'intéresser un peu aux combats qui se menaient un peu ailleurs. Donc, oui, ceci dit, ça fait longtemps qu'on n'en a plus sorti sur ces sujets. C'est ça, oui, ça date plutôt des années des débuts. 2003-2004, des débuts. il me semble. Hein, voilà. Ouais.
Et alors, ça, je crois que c'est peut-être, enfin, c'est un peu plus récent, peut-être, les ouvrages sur le Congo? Tout à fait. Les ouvrages sur le Congo étaient essentiels pour nous parce que, comme vous le savez, il y avait l'anniversaire de l'indépendance en juin. Et il se fait qu'on est très proche aussi de Colette Brackman qui avait sorti un journal, qui travaille au journal Le Soir et qui avait sorti chez nous très rapidement, au tout début de la maison d'édition, elle nous a fait confiance, en sortant une critique de la commission parlementaire belge sur l'assassinat de Lubumba. Donc elle montrait clairement la responsabilité de l'État belge et en particulier de la monarchie dans la personne du roi Baudouin dans l'assassinat de Lubumba, ce qui était quand même pas rien. Oui, oui. Et ça, c'est pas le petit livre qui avait paru chez au Espace de Liberté, là-bas, là, non. Non, c'était chez nous. C'était Lubumba, un crime d'État. Un crime d'État. Aussi quelque part là. Non, c'était un autre type qui a fait un travail sur Lubumba. C'était pas. D'accord, ok. C'était effectivement l'Espace de Liberté. Oui, Espace de Liberté. Non. Et après, Colette nous a confié un autre bouquin sur les guerres atroces dans l'est du Congo. Et on a aussi fait un petit guide pour le 30 juin, donc pour l'indépendance du Congo et son anniversaire. Un petit guide, comment visiter le Congo sans quitter Bruxelles, qui s'appelle Promenade au Congo, où on montre tout le patrimoine qui a pu se construire sur le dos des Congolais à Bruxelles. Et enfin, un très très bon bouquin de Tony Busselen, une histoire populaire du Congo, qui est une espèce de pendant, comme Howard Zinn avait fait sur les États-Unis, qui montre un petit peu le Congo et son histoire faite par les Congolais, et pas seulement par les grands. Montrer aussi toute la lutte des Congolais depuis toujours pour la construction on le trouve même chez un buraliste à Saint-Gilles, parce que je l'ai vu à la librairie centrale de Saint-Gilles. Voilà, on fait de la pub pour Alain. Dès qu'on rentre, on peut pas rater. Mais il faut savoir que c'est Alain qui aime bien mon travail qui m'a confié ce mur. Ah, voilà, donc c'est une collaboration. Il y a quelques livres des éditions Aden, j'ai repéré ça. Et donc c'est une collaboration. Donc je ne mets pas que du Aden. Je ne mets pas que du Aden, je fais des petites sélections. Parfois je mets un petit peu des livres un peu racoleurs. Je veux dire par exemple, je vais mettre du Amélie Nothomb là par exemple. Mais il m'a dit voilà, j'ai une clientèle sympa, est-ce que tu peux pas faire un petit choix? Oui, non, mais et donc on s'arrange. C'est très bien. C'est moi qui fais le choix parce que lui il n'a pas le temps de suivre un petit peu. C'est très bien. Et puis tu as mis aussi tes livres en dépôt chez Flore quand même, hein, aussi, chez Aurora. On essaye de semer au maximum. Parce que là il y a toute une table à l'entrée quand on rentre à gauche. Là, il y en a pas mal. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a de la terre où on peut planter des graines, on peut te suivre un petit peu comme le petit pousset qui se met des cailloux comme ça. Il n'y a pas qu'à Bruxelles. Il n'y a pas qu'à Bruxelles qu'on fait ce genre de choses. Donc voilà, nous dès qu'il y a moyen de faire connaître nos bouquins, il faut se précipiter évidemment parce que. Alors j'aimerais bien maintenant, parce qu'on va tout doucement approcher de la fin de l'émission, je voudrais t'interroger sur ton boulot, non plus d'éditeur, mais ton boulot de libraire. Parce que quand on va dans la librairie qui se trouve rue Saint-Antoine-Réard, sauf erreur de ma part. Exact, oui, bien sûr. 44 rue Antoine, 44. 44, voilà. On voit qu'il y a donc des tas de livres qui ne sont pas édités par les éditions Aden, et donc tu renoues, je dirais, enfin moi ça m'intéresse parce que je suis spécialiste de périodes plus anciennes, 16e et 17e siècle, avec ce métier d'éditeur libraire. Tout à fait. C'était un métier essentiel, je dirais, sous l'Ancien Régime, et sans doute encore au 19e siècle, mais en tout cas sous l'Ancien Régime. Et donc tu as justement sur les tables, et alors tu as des rayonnages qui sont classés thématiquement avec, on voit les centres d'intérêt qui se rapprochent quand même en gros de ceux des éditions Aden. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ce boulot de libraire, c'est-à-dire que et des liens que peut-être la librairie te permet d'avoir peut-être dans la diffusion, ou je ne sais pas, enfin bon. Le gros danger d'un éditeur, c'est que ça peut devenir quelqu'un qui s'enferme derrière son bureau. Oui. Et qui n'est pas en lien avec le monde réel. Et donc rapidement, dans le projet, c'est dessiné l'idée d'avoir une librairie parce que ça permettait d'avoir finalement une porte ouverte ou une fenêtre ouverte sur le monde, c'est-à-dire de pouvoir accueillir les gens dans la librairie et de créer du lien social avec eux, de présenter notre travail et d'avoir un retour direct, mais aussi de donner la possibilité à des gens qui éditent des livres qui font partie de la famille quelque part, qui font partie du débat, de leur donner cette possibilité. Et aussi d'avoir des livres de grandes maisons qui sont intéressants, parce qu'on ne veut pas rentrer non plus dans une espèce de manichéisme où il y a les petits éditeurs indépendants qui sont géniaux et les grands méchants qui sont Gallimard par exemple, publie de très bons bouquins, même Fayard, Le Seuil. Et donc, nous ce qui nous importe, c'est d'avoir vraiment des bouquins qui sont qu'on trouve bons,
qui sont intéressants et qui alimentent le débat. Mais on a aussi de la littérature, on a des folios, on a un très bon, on vend très bien un roman pour le moment qui s'appelle Jamilia de Aitmatov, qui est un classique de la littérature russe des années 50, qui est un bouquin extraordinaire. Donc on essaye aussi on a de la BD. On a les BD de Joe Sacco, on essaye de s'ouvrir aussi sur d'autres formes d'expression, pas seulement que sur la littérature, l'essai, on a des livres d'art. Et donc, le but, pour moi, la librairie, c'est quand même un métier essentiel, même si je trouve que je suis un très mauvais libraire. Et est-ce qu'à la librairie, vous avez toujours comment dirais-je, des revues un peu annexes qu'on ne trouve pas ailleurs? Oui, ça on a aussi, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à faire correctement le travail. Parce que la Belgique est le pays pauvre à ce niveau-là, parce que la France a tendance un peu à nous oublier. Et donc quand on s'abonne, on reçoit pas forcément très très bien avec la poste, etc. Donc on a une grosse difficulté à avoir les revues Anna françaises. Ou même des revues décroissantes, par exemple, on a beaucoup de difficultés à les avoir. Oui, mais il y avait aussi, à un moment donné, aussi même des revues communistes, enfin pas seulement Anna. Il y a communistes, écolo, Anna, trotskiste, tout ce qu'on veut, quoi. Bien sûr. Mais c'est très dur parce que c'est pas des structures souvent très professionnelles, et donc le suivi n'arrive pas forcément. Et alors, dans les rayonnages, il y a aussi une partie librairie d'occasion. Oui. Aussi, tout à fait. Donc, je ne suis pas l'inspecteur Colombo, mais tu vois, quand tu laisses un mégot quelque part, je reconstitue une petite histoire. Ouais, parce que l'occasion, c'est aussi l'occasion, c'est le cas de le dire, l'occasion de redonner vie à des livres qui sont épuisés, oubliés, etc. Donc, ça, c'est un peu un dada personnel aussi. Voilà. Alors, je regarde si j'avais encore d'autres questions sur mon petit papier. Je crois qu'on a fait le tour de l'essentiel, en tout cas, me semble-t-il. C'est formidable. À moins que tu aies des choses à ajouter, non, moi je pense que pas venu à l'esprit. Bon, moi je voulais intégrer ceci dans le cadre de mon émission Les Maudits, parce que je trouve que les éditions Ardennes, par le contenu de son catalogue, rentraient tout à fait dans le cadre de cette émission, me semblait-il. Et autant il est pas seulement de tradition, mais de politique de Radio Air Libre de ne pas faire de publicité en matière commerciale, autant dans la mesure où on touche au domaine culturel, là je trouve qu'on peut largement déroger à la règle parce qu'on est dans un secteur qui malgré tout mérite d'être soutenu quoi qu'il arrive. Donc je te remercie infiniment d'être venu ici. Oui, c'est formidable. Et j'espère que dans l'avenir, s'il y a l'un ou l'autre livre qui mérite d'être présenté, je serai très heureux de recevoir ici l'un ou l'autre auteur. On restera en contact, n'hésite pas, bien sûr. Ça me fera très plaisir. Ça risque de se produire. Voilà, mais non, mais c'est très bien, mais parce que le but c'est de faire connaître des ouvrages intéressants auprès des auditeurs, parce que moi les ouvrages je les lirai sans doute moi-même, enfin c'est toujours un petit peu dommage de rester dans son petit coin. Non, on a besoin. Mais comme lecteur aussi, bien sûr. On a parfois envie de communiquer, on se dit mais ça c'est un ouvrage qui mérite d'être connu. On a besoin de promotion. Donc dans l'avenir, je serai heureux de cette collaboration, d'autant plus que moi, je n'ai aucune commission dans l'affaire et je fais ça à titre tout à fait par amour de l'art. Encore un grand merci. Je termine mon émission comme à l'habitude. Oui, peut-être en vous signalant que la semaine prochaine, je recevrai Joël Kotek qui viendra nous parler de la Shoah. Donc Joël Kotek est professeur de sciences politiques à l'ULB. Voilà. Donc désolé pour le petit retard que nous avons eu au début, mais on a pu quand même creuser de manière sérieuse le terreau dans lequel il s'agissait de planter un arbre qui donnera certainement quelques fleurs, peut-être pas les 100 fleurs promis jadis, mais en tout cas quelques bourgeons, enfin même si c'est paradoxal de faire fleurir au moins en automne. Voilà, je termine mon émission comme d'habitude, selon la phrase consacrée que vous connaissez bien maintenant. Le monde est plongé dans les ténèbres. Dans la nuit, les chats noirs hantent la ville. Même dans les ténèbres, dit-on,